Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette pensée au quotidien à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi, Halidou Munkela du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger, qui vont passer leur 132e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour demander leur libération. Le personnel de Move Niger a entamé une grève de 3 jours à compter de ce jour pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le personnel l'a fait savoir ce matin à travers un sitting à la devanture du siège de la dite société. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Après la grève de mise en garde de 48 heures la semaine dernière, le personnel de la compagnie téléphonie mobile Move Niger revient à la charge, cette fois-ci avec une grève de 3 jours à compter de ce jeudi 30 juillet. C'est debout et en plein soleil que le personnel a dénoncé l'attitude de l'employeur. En réaction à notre grève tenue le 23 et le 24 juillet 2020, certains de nos camarades se sont vus menacés et même retirés des postes d'intérim par l'employeur, ainsi pour avoir fait valoir leur droit d'aller en grève. Dans la mesure où les règles usuelles, notamment celles de la proportionnalité, sont respectées, il n'est pas prévu de sanctions particulières pour le fait de grève, si ce n'est pour le cas où les dispositions prises pour assurer un service minimum seraient violées. Nous prenons en témoin l'opinion publique pour dénoncer ces pratiques de notre employeur Move Niger pour nous intimider. Si après cette grève de 3 jours, nous n'obtenons pas la satisfaction, d'autres mesures viendront par la suite pour renforcer la détermination de notre mouvement. Le syndicat national de télécom et le Conseil national de la jeunesse CNJ ne sont pas restés insensibles face à cette situation des agents de Move Niger, d'où ce soutien. Move Niger est passé de la 3e place dans la part du marché à la 2e place. Sur l'ensemble du territoire national, ils n'ont que 109 agents permanents, avec plus de 40 milliards de chiffres d'affaires annuels. Cela doit interpeller nos autorités. Et j'en appelle au sens de responsabilité des ministères de tutelle, notamment le ministère du Travail, de la protection sociale, de l'emploi, de s'approprier de ce dossier. Le mépris que la direction générale de Move Niger est en train de manifester vis-à-vis de nos autorités est inadmissible. Un DG, quand il vient travailler au Niger, s'il piétine les lois de la République, je crois que c'est tous les Nigériens qui doivent se soulever comme un seul homme et les rappeler à l'ordre. Vraiment, nous portons cela à la connaissance de l'opinion que la situation est de trop. C'est de trop. C'est ce personnel qui est dans la rue aujourd'hui. Quand on regarde le traitement qui lui est réservé, vraiment c'est un traitement qui est inhumain, qui est humiliant et qui est dégradant. Le CNJ met également en garde la direction générale de Move de se pencher aux préoccupations des agents et cela dans les plus brefs délais. Sinon, leurs chiffres d'affaires vont chuter dans les jours à venir. À l'occasion du 29e anniversaire de la conférence nationale souveraine, un des anciens cadres de l'USN, en l'occurrence Nuhu Mahamadou Arzika, nous dresse un bilan 29 ans après. On écoute dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine. Après la conférence, malgré tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pris comme résolution dans ce domaine pour améliorer la gouvernance en qualité, malheureusement, tous les gouvernements aussi qui se sont succédés après la conférence et particulièrement ce gouvernement, je veux dire ce régime actuel, la situation n'a été que catastrophique. Parce que les leçons, on a l'impression que c'est comme si la conférence a servi de lieu d'apprentissage au vol. C'est-à-dire que les gens ont appris comment les gens ont fait, mais qui était en petite proportion à l'époque. Parce qu'avant, pour construire une villa,
il faut faire 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans même. Les gens du RDA, ils ont mis certains 10 ans à faire une villa. Alors qu'aujourd'hui, dans ce régime actuel-là, mais en 3 mois, tu as 10 villas. Parce que les gens engagent 10 chantiers en même temps. Oui, oui. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que justement, il y a peut-être d'autres choses qui l'encouragent. Comme ils ont dit, Gou, il est de donc, Dédé Lokatine, c'est arrivé que c'est le moment où le Niger a eu le plus d'argent qu'il n'a jamais eu de tous les régimes qui se sont passés. Parce que c'est maintenant, le Kounché est mort avec un budget de 107 milliards. Tanja a fini son régime avec un budget de moins de 600 milliards. Or, aujourd'hui, on est à un budget théorique prévu de 2000, pratiquement de 2000 et quelques milliards aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Les gens se sont mis donc à cœur joie à les dépenser comme ils veulent. Et c'est ça qui a donné lieu à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et pratiquement l'ambiance aussi de l'impunité, de la lutte contre, de la promotion de contre-valeurs républicaines a fait que les choses n'ont fait que s'aggraver. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets que nous considérons que la seule chose qui peut dédouaner notre génération, c'est la prochaine tenue d'une nouvelle conférence nationale qui devait nous amener tous devant le peuple pour que chacun explique ce qu'il a fait et comment il a fait ce qu'il a fait, parce que nous n'avons pas d'excuses. Si les premiers gouvernants ont des excuses, parce qu'au moment où ils faisaient, ils n'imaginent pas qu'on peut faire une conférence, ceux qui sont là sont des acteurs même de la conférence qui ont poussé et soutenu l'idée de faire la conférence. Nous, Mahamadou Arzika, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Le palais du 29 juillet a servi de cadre hier soir à une conférence débat animée par le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique en collaboration avec les associations islamiques. Paix et cohésion sociale en période électorale, tel est le thème abordé au cours de cette rencontre d'échange que nous résument Adam Soumana et Halidou Bouraima. Promouvoir la paix et la culture islamique, tel est le souci ayant conduit à la mise en place de ce réseau de journalistes, initiateur de la présente rencontre d'échange autour de la paix et la cohésion sociale en période électorale. Une conférence dont la tenue en cette période n'est pas fortuite. Pour la promotion de la paix et de la culture islamique, le RJPCI Niger s'est résolument engagé dans la dynamique de promouvoir la paix, la cohésion sociale, de la sensibilisation des populations nigériennes et plusieurs actions du développement. C'est ainsi que dans ce cadre de ces journées, nous profitons de la période électorale pour justement pouvoir participer en tant que réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique, de sensibiliser la population afin d'avoir des élections apaisées dans un climat de cohésion sociale. Ce prêche a pour but de contribuer à favoriser la tenue des élections générales apaisées dans un climat de paix, de cohésion sociale, ainsi que de permettre à des élections apaisées, l'amélioration de la coexistence pacifique, la promotion d'un esprit de solidarité, de la paix, de l'unité nationale, mais également de promouvoir les risques des conflits, de promouvoir aussi l'esprit de tolérance et de favoriser des rencontres et de créer enfin un climat de confiance avec tous les acteurs de l'export, donc de voir ces objectifs atteints pour un Niger de paix. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de représentants d'institutions républicaines qui ont loué l'initiative du réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique. Je voudrais, au nom de la CENI, remercier le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique, RJPCI, engagé à nos côtés par le président Prêche en vue de favoriser la tenue des élections générales apaisées dans un climat de paix et cohésion sociale. C'est un signal fort. Ne considérez pas ça comme étant rien, mais c'est très important. Mettez ça dans vos archives pour savoir que le 29 juillet 2020, vous avez organisé une activité et cette activité ne fait que commencer. Ce n'est qu'un début d'une aventure. Et ce n'est que le début de toute chose, comme le a dit Cher, est très difficile. Une contribution de ce réseau de journalistes qui mérite l'appui de la jeunesse du pays pour une garantie de la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement.
Éclairer davantage les chefs d'entreprise et les jeunes sur l'importance de la santé et de la sécurité au travail, c'est le thème d'une journée d'échange entre les spécialistes de la question et les jeunes, notamment les étudiants. Santé et sécurité au travail, un sujet d'actualité au Niger. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Comment gérer de façon rationnelle les ressources humaines et amener les jeunes porteurs de projets à approfondir leurs connaissances sur la santé et la sécurité au travail? C'est l'objet de ce cadre d'échange et de partage. Sécurité et santé au travail, vous savez, on dit l'homme doit travailler pour vivre et s'épanouir et non pour altérer son état de santé. Le thème sécurité et santé et d'actualité, c'est un thème qui a une grande audience, surtout l'ère où nous sommes. Vous savez, les travailleurs souvent, malgré les EPI et les EPC, je m'excuse, les EPI c'est les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective, c'est-à-dire les moyens qu'on leur donne pour se protéger, certains ne pratiquent pas ou bien ils négligent ces équipements. Et mieux, les autorités nigériennes, à travers les tests fondamentaux, la Constitution, voire le Code du travail et son décret d'application également, il y a les services de santé qui sont obligatoires en entreprise. La question de sécurité et de santé au travail dans les services publics, sociétés ou entreprises demande cependant un certain nombre de coûts. En cas d'accident, les IJ, les indemnités journalières que les travailleurs ou la caisse paye. Vous voyez, vous avez aussi la perte de temps, les frais médicaux. Tout ça, c'est une perte. Il y a les coûts indirects aussi, le manque de productivité, le ralentissement, tout, c'est ça les coûts indirects. Donc c'est un coût vraiment très pointu pour les sociétés et pour aussi l'État. Et parce que le rendement aussi, si ça ne suit pas dans les entreprises, vous voyez, on ne peut pas parler d'une bonne productivité. Et les enjeux de cette santé et sécurité au travail, il y a les enjeux humains qui sont incontestables. Parce que vous savez, aucune indemnité ne peut compenser une fracture ou bien une lésion. Il y a les enjeux économiques, l'argent que vous dépensez en cas d'accident, et vous avez les enjeux juridiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la responsabilité civile et même pénale est engagée de cet auteur d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La santé et la sécurité au travail sont prévues par le Code du travail au Niger. Cependant, force est de constater que dans beaucoup de sociétés et entreprises, ces aspects ne sont pas pris en compte. Ces échanges donc ont permis aux participants de repartir très édifiés sur le sujet. Rendons-nous à présent à Zender où les acteurs de football de cette région étaient en assemblée générale hier mercredi. Une rencontre pour apporter leur soutien au comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Précision avec Ben Salah Moussa. En réponse du berger à la bergère, les acteurs du football de la région de Zender, soucieux de préserver la quiétude et la stabilité des structures des clubs et de la Ligue régionale, se sont réunis pour apprécier à leur juste valeur les réalisations du comité exécutif de la FENIFOOT sous l'impulsion de son président, colonel Djibril Ahima Hamidou. Les acteurs du football de la région ont fustigé le comportement d'un groupe prétendument responsable du club de Zander qui ont jeté l'anathème sur la fédération et le président, colonel Djibril Ahima Hamidou. Se présentant comme des oraux de Damagaram, ils prétendent défendre la veuve et l'orphelin et porter haut les couleurs du football zendérois face à on ne sait quel danger. Celui qui visiblement n'existe que dans leur esprit tortueux et les cerveaux cisclérosés de leur directeur de conscience. Les acteurs du football de la région de Zender ont salué le travail et le succès qu'enregistre la Fédération nigérienne de football sur l'impulsion d'une équipe et d'un seul homme, colonel Djibril Ahima Hamidou dit Pelé. Sur le plan national, les acteurs du football se félicitent de la tenue régulière des instances du football national, assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et des compétitions nationales. Ils se félicitent également de la participation régulière de nos équipes nationales aux compétitions continentales dans toutes les catégories, seniors, juniors, cadets, et des clubs
lauréats aux compétitions interclubs de la CAF, Ligue des champions et Coupe de la Confédération. La qualification pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012, puis celle de 2013. Le premier trophée sous-régional gagné par notre équipe nationale A' lors du tournoi de l'UMOA à Niamey en 2010. Le parcours jusqu'en quart de finale de notre équipe nationale A' à la deuxième édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN au Soudan. La qualification du 11 national cadet à la Coupe du Monde de la catégorie U17 Inde 2017, suite à notre parcours à la Coupe d'Afrique des cadets organisée par le Gabon en 2017. L'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations cadets en 2015 et celle des juniors en 2019. Les acteurs du football de la région ont salué la poursuite du travail d'équipement du Centre technique national, la dotation régulière des clubs en équipement sportif, le rehaussement de la subvention allouée aux clubs, la réforme du championnat national dans sa marche vers la professionnalisation et l'organisation chaque année des stages et formations de tous les acteurs, ainsi que l'installation dans tous les stades régionaux des pelouses synthétiques des dernières générations. Sur le plan régional, les acteurs du football de la région de la Coupe nationale en 2012, l'année de l'inauguration de la première pelouse synthétique posée à l'intérieur du pays. Les clubs et la Ligue de la région se réjouissent de la sérénité retrouvée dans toutes ces structures. Le renouvellement sans contestation du bureau de la Ligue est le bel exemple du bon fonctionnement de la démocratie dans le club et la Ligue. Les acteurs du football de la région, clubs, Ligue, arbitres, commissaires au match et superviseurs, se réjouissent du versement à leur profit et selon leur catégorie de fonds Covid-19 et assurent la finitude de l'installation judicieuse de ces fonds. A noter que tous les clubs et la Ligue régionale de Zander ont informé l'opinion nationale et internationale qu'ils restent solidaires du comité exécutif de la FENIFOOT, en particulier à son président, colonel Jibril Ahima Hamidou, pour son investissement sans réserve au bénéfice du football nigérien. Les signataires de cette déclaration marquent vivement leur désapprobation de tout courant tendant à saper le moral des membres actifs par l'intoxication et la manipulation de l'opinion, ont signé tous les clubs de Zander. Ont signé Espoir FC, Kandarga FC, Al-Ali, Nassara Club, Albarka FC, Tanimoun FC, Sultana FC, Daura FC, Sosabaiki FC de Azaf FC, Mounio, Étoile Filante de la police et JSD. Donc tous les clubs de la région, sans exception. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'intervention de Nuhu Arzika, un des acteurs de la conférence nationale à l'occasion de son 29e anniversaire hier mercredi 29 juillet 2020. Très bonne réception. Cette date du 29 juillet est une date repère, une date historique pour notre peuple et pour tous les gens de notre génération, mais même pour les générations d'après la conférence nationale. Et aujourd'hui encore, la constitution que nous avons de la 7e République a engagé le peuple nigérien à consolider les acquis de cette conférence nationale souveraine. Or, Dieu seul sait, il y a eu quand même des acquis importants. Cette conférence, comme vous le savez, a été le fruit d'un long processus de lutte citoyenne qui a pris naissance surtout à partir des événements du 9 février. Quand il y a eu ces événements tristes du 9 février, alors ça, au lieu de, avant, au temps du régime d'exception, ça créait la panique et la peur. Et chacun se taire. Maintenant que nous sommes en République et que les mêmes pratiques du régime d'exception refont surface, les gens ont dit, alors là, on ne peut pas être d'accord. Nous sommes en République, il faut que le gouvernement donne des explications sur les motivations qui l'ont amené à être dans la position en tant que gouvernement, à se retrouver en train d'empêcher une manifestation pacifique des scolaires. Sachant très bien qu'il n'y avait pas d'autres moyens que nous avons pour communiquer avec l'opinion. Donc c'était dans ces conditions-là que la mobilisation
est parti de partout. Et on a vu des nouveaux foyers d'énergie naître. Déjà, il y a autour de nous, déjà la centrale syndicale avec les syndicats affiliés, plus maintenant, comment on appelle ça, les autres syndicats non affiliés tels que le SNEX et puis d'autres syndicats et aussi. Donc, et on s'est dit, bon, il n'y a rien à faire, il faut organiser la lutte pour résister face à ce régime qui viole délibérément sa propre constitution. C'est lui qui a élaboré sa constitution, c'est lui qui a mis les droits et libertés qui sont censés être garantis à tout le monde. Et c'est devant ça que nous nous sommes dit qu'il n'y avait rien à faire, il faut se battre. Et c'est comme ça que la lutte a commencé à s'organiser petit à petit jusqu'au mois d'avril, fin avril, début mai, le 1er mai précisément, l'USTN a fait corps avec la lutte et a revendiqué le multipartisme dans leur discours officiel. Et à partir de cette revendication du multipartisme du 1er mai 90, comment on appelle ça, et 90, donc c'est parti, c'est rentré dans la tête des gens, il faut lutter pour avoir l'ouverture démocratique, pour avoir le multipartisme. Et on était là quand encore un événement nouveau est venu aggraver la situation. L'événement nouveau, c'est l'intervention du gouvernement à Tintabaraden face à ceux qu'on a appelés des rebelles qui sont revenus les retourner de la Libye, on dit, et le gouvernement a utilisé la force pour aller les réduire dans les conditions que tout le monde a écoutées par la suite à la conférence nationale où chacun était en train d'expliquer quel rôle il a joué par rapport aux événements. Donc ça, quand c'est arrivé, ça a aggravé la situation. Ça a poussé maintenant les forces à vouloir aller à ce qu'on organise désormais des manifestations de rue, des tentatives de manifestation, des grèves et autres. Parce qu'à l'époque, c'était seulement l'USTN. Donc c'était facile, dès que l'USTN était d'accord, et donc c'est facile d'embarquer tous les... Mais au sein de l'USTN, il y avait des syndicats moteurs, en fait, qui étaient les plus engagés, les plus déterminés, les plus résolus, dont le SNEN, qui était pratiquement le moteur, qui a mobilisé dans un premier temps 6 syndicats, puis ensuite 9 syndicats et finalement toute l'USTN. Je me rappelle qu'on a prévu un meeting le 9 juin 90, et ce meeting-là a été interdit aussi. Et le préfet et maire de l'époque, c'était M. Torda Henikoy, qui était en même temps commandant de zone. Il a fait sortir des chars pour occuper comment on appelle ça, la place de la concertation. Et finalement, on a été obligé de nous retrouver à l'USTN, au siège de l'USTN. Voilà un peu l'ambiance du moment. Et c'est dans ces conditions-là, nous aussi en tant que scolaires, après les échanges qu'on a eus avec certains de nos camarades, particulièrement au Bénin, donc on a eu envie de dire, mais pourquoi on va se limiter à la revendication du multipartisme? Il faut plutôt même revendiquer le pluralisme politique et en même temps revendiquer avant cela une conférence nationale souveraine pour faire l'état des lieux, diagnostic de la situation pays avant de parler des perspectives qui vont nous amener à la démocratie pluraliste et ainsi de suite. Voilà dans quel esprit, donc après le mois d'août, quand on a fait notre conseil général, donc nous avons retenu cette revendication spéciale des scolaires qui a maintenant qu'on a pu amener aux côtés de l'USTN et on a discuté finalement. Donc le gouvernement avait décidé d'aller vite et il a dit à partir du 15 novembre que désormais il autorise le multipartisme pour essayer de tuer dans l'œuf les autres initiatives de revendication de la conférence. Donc quand il a dit il autorise la création des partis, tout de suite on a vu des nouveaux partis se créer. Et ces partis-là, avant le futur premier anniversaire des événements du 9 février 90, c'est-à-dire le 9 février 91, nous avons essayé déjà avec des nouveaux partis qui ont commencé à naître. Et autour de l'USTN et de l'USN, il y avait donc des volontés aussi qui se sont manifestées. C'est ça qui a comment on appelle ça, qui a été le noyau qui a fondé ce qu'on a appelé le comité de coordination de lutte démocratique, CCLD. Et c'est autour de ce comité de coordination de lutte démocratique que tout s'est fait pour maintenant consolider les acquis et promouvoir la lutte pour revendiquer la conférence nationale souveraine. Et finalement, à partir d'un certain moment donné, le régime avait cédé parce qu'à partir du 11 mars,
le MNSD a fait sa mutation, elle est devenue MNSD Nassara. Donc elle-même, le MNSD est devenu donc un parti, comment on appelle ça, comme les autres. Et puis donc il se met dans la démarche. Et quand on a obtenu le principe de la tenue de la conférence nationale, à partir du mois de mai, donc la convocation de la première réunion, c'est le jour-là qu'on a eu la mobilisation des femmes. Le 13 mai, quand le comité s'est installé et les femmes ont senti, ont vu qu'il n'y a pas de femmes, beaucoup de femmes, disons, il y avait une seule femme dans le comité, elles se sont mobilisées, les autres femmes-là, pour revendiquer qu'elles soient davantage impliquées en nombre. Et c'est comme ça que les gens ont fini par prendre la décision de reconsidérer le premier décret qui met en place le comité pour demander à toutes les structures USTN, USN, qui ont un nombre un peu plus important de membres dans le comité là, donc de pouvoir amener aussi des femmes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ce qui est arrivé et qui a été le lead historique de la date du 13 mai, qui est devenu aujourd'hui la journée nationale des femmes, à côté de la journée internationale des femmes qui date de 8 mars. Donc, voilà un peu la situation et l'ambiance avant la conférence. Donc, le comité là, a fait un travail. Il a arrêté l'ordre du jour, il a dans tous les domaines où il faut amener la conférence à réfléchir. Et on est arrivé à la conférence et justement, le 29, c'était la date de l'ouverture de la conférence. Donc, il y a eu le discours du président de la République à l'époque. Et il a eu son engagement à accepter la conférence et à respecter ses décisions. Et puis, on a constaté aussi l'absence d'une composante importante, telle que l'armée a refusé de venir prendre sa place. Et le pouvoir était en train de faire des revendications du nombre de quotas. Parce que dans la tête des gens, ils pensaient qu'on allait faire vote une personne, une voix. Donc les gens cherchent à amener le maximum de gens au sein de la conférence pour qu'ils aient la majorité au cas où il y a un vote. Ce qui a fait que finalement on a contourné tout ça et lorsqu'il était question d'adopter le règlement intérieur de la conférence, la décision a été donc de mettre en place des groupes. Et c'est par groupe, il y avait donc 7 groupes. Le groupe du pouvoir, le groupe de l'USTL, le groupe de l'USN, le groupe des patronats, le groupe des partis politiques. Il y avait 24 partis politiques qui étaient représentés à la conférence, mais en réalité, certains étaient des satellites des autres. Est-ce que vous comprenez? Puis ensuite, il y a le groupe des tout venants, notamment les associations et autres qui étaient là. Et finalement, c'est comme ça qu'on a constitué les grands groupes de la conférence et le groupe de non-affiliés. Et le non-affilié, c'était à l'époque le syndicat unique de la police, le syndicat, comment il s'appelle, le syndicat le SNEX, plus le SAMAN. À partir de l'ouverture qui s'est faite dans l'après-midi du 29, maintenant, le lendemain, la conférence a adopté son statut de 30. Donc, on a adopté le statut de la conférence qui a été proclamée souveraine. Et dès qu'elle a été proclamée souveraine, automatiquement, on a suspendu la Constitution. Vous voyez? On a suspendu la Constitution, on a suspendu les trucs et les institutions du pouvoir étaient considérées comme étant défaites. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti, donc petit à petit jusqu'à... Finalement, la seule institution qu'on a laissée, c'était la Cour suprême, qui était restée jusqu'à la fin et même par la suite, elle a survécu à la conférence nationale. Voilà. Donc voilà dans quelles conditions on a fait le travail. Maintenant, la conférence a abordé plusieurs sujets sur le plan économique, social, culturel et comment on appelle ça, et politique. Et on a traité des cas aussi, notamment ce qu'on a appelé des crimes économiques à des abus et des crimes économiques, sociaux, culturels et politiques. Et pour ça, on a mis en place une commission de crimes et abus qui devait s'occuper de ça, faire des enquêtes préliminaires et venir amener le sujet en plénière et puis ensuite, par la suite, donner suite judiciaire à la question. Donc, c'est comme ça que le travail a été fait. Donc, c'est à ce niveau-là que nous avons été dans la situation de formuler des critiques très acerbes contre les régimes passés, le régime du RDA et le régime des militaires. Chacun a fait 15 ans. 15 ans de régime civil de la Première République, 15 ans de régime militaire, 13 ans de Kounché, 2 ans de Ali Chebou. Vous voyez bien la situation, comment elle est. Donc c'est comme ça qu'on est allé à la conférence donc, pour essayer de juger
30 ans après l'indépendance du pays, donc juger les régimes qui se sont passés, qui se sont succédés, on peut dire. Et à l'occasion, nous avons dit beaucoup de choses que nous avons dénoncées comme pratique de mauvaise gouvernance. Mais après la conférence, malgré tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pris comme résolution dans ce domaine pour améliorer la gouvernance en qualité, et malheureusement, tous les gouvernements aussi qui se sont succédés après la conférence, et particulièrement ce gouvernement, je veux dire, ce régime actuel, la situation n'a été que catastrophique. Parce que les leçons, on a l'impression que c'est comme si la conférence a servi de lieu d'apprentissage au vol. C'est-à-dire que les gens ont appris comment les gens ont fait, mais qui était en petite proportion à l'époque. Parce qu'avant, pour construire une villa, il faut faire 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans même. Les gens du RDA, ils ont mis certains 10 ans à faire une villa. Alors qu'aujourd'hui, dans ce régime actuel-là, mais en 3 mois, tu as 10 villas. Parce que les gens engagent 10 chantiers en même temps. Oui, oui. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que justement, il y a peut-être d'autres choses qui l'encouragent. Comme ils ont dit, Gouri, Dédé Lokati. Donc, Dédé Lokati, c'est arrivé que c'est le moment où le Niger a eu le plus d'argent qu'il n'a jamais eu de tous les régimes qui se sont passés. Parce que c'est maintenant, le Kounché est mort avec un budget de 107 milliards. Tanja a fini son régime avec un budget de moins de 600 milliards. Or, aujourd'hui, on est à un budget théorique prévu de 2000, pratiquement de 2000 et quelques milliards aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Les gens se sont mis donc à cœur joie à les dépenser comme ils veulent. Et c'est ça qui a donné lieu à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et pratiquement l'ambiance aussi de l'impunité, de la lutte contre, de la promotion de contre-valeurs républicaines, a fait que les choses n'ont fait que s'aggraver. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets que nous considérons que la seule chose qui peut dédouaner notre génération, c'est la prochaine tenue d'une nouvelle conférence nationale qui devait nous amener tous devant le peuple pour que chacun explique ce qu'il a fait et comment il a fait ce qu'il a fait, parce que nous n'avons pas d'excuses. Si les premiers gouvernants ont des excuses, parce qu'au moment où ils faisaient, ils n'imaginent pas qu'on peut faire une conférence, ceux qui sont là sont des acteurs même de la conférence qui ont poussé et soutenu l'idée de faire la conférence. Et on a pu donc faire la conférence avec eux et on a pris des résolutions contre les autres. Donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, des gens qui ont fait la même chose ou pire, qu'ils puissent être regardés comme ça. Et donc ce qui fait que sur ce plan, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à redire. Le bilan est là. Le bilan est là et chacun pourra faire à sa manière. Maintenant, en dehors de ça, ce qu'on peut retenir du point de vue des acquis, il y a des acquis importants. C'est certain, la conférence a permis de consolider la décision d'aller à la démocratie. Elle a permis de consolider un certain nombre des acquis, tels que par exemple la liberté de la presse. C'est depuis la conférence qu'on a créé un Conseil supérieur de la communication. Et on l'a engagé à s'occuper de la gestion de l'espace médiatique. Et ça a permis de faire la promotion de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Il y a maintenant, je ne sais pas combien de titres de journaux il y a. Je ne sais même plus combien de télé il y a. Je ne sais plus combien de radios il y a dans ce pays. Ce qui n'existait pas du tout en 1990. Le premier journal qui est intervenu en 1990, c'est vers, pratiquement c'est dans la deuxième moitié, je crois, de l'année, ou un peu avant. Et c'est le journal Haské qui a fait. Et puis après le journal Haské, il y a eu le journal Le Républicain qui est né, lui aussi peut-être au courant vers la fin de l'année 90, début 91. Donc c'est ça le journal comment on appelle ça, le défunt. Et comment il s'appelle, Maman Abou avait à l'époque créé. Ces deux journaux-là ont été des journaux très très importants qui s'arrachaient comme des petits pains à l'époque parce que c'était des journaux qui permettaient donc, qui avaient une liberté de ton et qui permettaient d'entendre l'autre écho de la réalité de l'information qu'on ne voit pas avec l'ORTN, l'ONEP et l'ANP. Donc, c'était quelque chose de fondamental à retenir. Donc, aujourd'hui, on peut dire, en termes d'acquis, il y a la parole. Il y a la possibilité de parler, même si de temps en temps, il arrive des accrochages,
Mais il n'en demeure pas moins que globalement, on peut se féliciter que les choses ont avancé. Tous les régimes, malgré les tentatives de remise en cause des régimes à travers l'arrivée des militaires au pouvoir, ils n'ont pas pu être à mesure de remettre en cause la liberté de la presse. Tous les régimes-là n'ont pas pu le faire. Les journaux qui sont nés ont continué à exister, sauf ceux qui sont morts, pu disparaître de leur belle mort en raison de l'environnement économique et financier qui ont fait que la difficulté fait que ça tombe. Maintenant, en dehors de ça, normalement, on peut espérer que la démocratie de notre pays, on peut parler de la consolidation. Et on peut parler des acquis comment on appelle ça, de la démocratie dans notre pays. Mais malheureusement, là aussi, on constate qu'il y a des va-et-vient. Et il y a une sorte de détournement d'objectifs. Il y a même un dévoiement de notre démocratie. Et souvent, les gens même ont l'impression que, en fait, bon, ce qui s'est passé et c'est à tout jamais que ça va se passer. Et particulièrement, ce régime-là, quand il est arrivé, comme c'est un régime issu du monde associatif, issu des forces vives, la plupart d'entre eux ont été les anciens animateurs de ces groupes de forces vives de la nation, des syndicats, des associations et autres. Donc, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont essayé d'avoir, c'est de réussir à plomber toutes ces structures-là pour les empêcher de jouer le rôle qu'elles ont pu jouer avant et les embêter. Notamment, à commencer par les syndicats. Donc, les syndicats, vous savez, aujourd'hui, on parle seulement de syndicats, mais globalement, il n'y a plus du syndicat qu'on connaît avant, qui s'intéresse à la vie de la nation et qui s'intéresse aux problèmes du pays et qui oublie ses problèmes personnels corporatistes, mais qui s'engage dans le combat citoyen et aux côtés des autres forces pour pouvoir livrer bataille pour gagner un certain nombre de choses. Ça, aujourd'hui, c'est la prouesse qu'ils ont eue, ce régime-là, c'est d'avoir réussi ça. Ils ont plombé ces acteurs-là et les autres acteurs sur lesquels on aurait pu compter, c'est eux aussi, ça ne marche pas. Les partis politiques, tous nous avons pensé que c'était les partis qui devaient être les acteurs de l'animation de la vie démocratique. On avait tous rêvé que c'est à travers les partis politiques que la consolidation de la démocratie allait se faire. Et que c'est eux qui devaient être des pépinières de formation, de renforcement des capacités des citoyens, en les éduquant, en les formant, que ce soit leurs militants ou leurs sympathisants, et même au-delà, l'opinion. Parce que dans la charte qu'on a adoptée à la conférence, on avait adopté une charte des partis politiques qui prévoyait la garantie justement du pluralisme politique, que tous ceux qui veulent peuvent créer leur parti politique en fonction de leur obédience, leur idée ou leur motivation. Mais il y a des obligations qui sont faites à tous les partis. Malheureusement, ces obligations ne sont jamais respectées par les partis politiques. Les partis politiques même sont carrément devenus juste des machines électorales, juste pour la conquête d'un pouvoir sans aucune alternative véritable, sans que ça ne soit véritablement pour porter un changement de qualité et d'amélioration de la gouvernance. C'est ça, malheureusement, que nous vivons aujourd'hui. Nous avons dit, par exemple, dans la charte des partis, que même le financement des partis politiques, il doit être contrôlé, que ce soit le financement interne, local, comme le financement extérieur. Mais vous avez bien vu qu'il y a des partis politiques qui vont, ils s'acoquinent avec des gens à l'extérieur, ils prennent beaucoup d'argent, ils viennent ici, ils se font élire, et une fois qu'ils se font élire, c'est fini, ils oublient leurs électeurs, et ils sont à la disposition et à la solde de ceux qui sont leurs mentors, qui les ont donné de l'argent pour qu'ils viennent conquérir le pouvoir. Et comme les gens sont comme des facochères, ici, on les achète, alors on les donne de l'argent, ils vendent leur conscience, ils achètent, ils acceptent de se laisser acheter leur conscience, et puis c'est tout. Et ça veut dire que si nous ne prenons garde, nous risquons de totalement dévoyer notre démocratie et de créer des conditions pour qu'au lieu de la démocratie, on aille vers ce qu'on appelle la plutocratie. La plutocratie, c'est la démocratie des riches. Ça veut dire que c'est les riches, seuls ceux qui ont de l'argent, Parce que si tu peux acheter des voix, tu vas investir et quand tu viens au pouvoir, tu voles, tu as de l'argent, encore tu vas... Donc les gens qui sont des citoyens honnêtes, des citoyens qui sont convaincus, qui ont une foi dans l'avenir du pays, qui ont une foi dans ce qu'on peut faire pour faire avancer le pays, ces citoyens-là ne pourront jamais être élus, ne pourront jamais s'approcher du pouvoir parce qu'ils n'ont pas l'argent. Quand vous faites le déni des réalités, la réalité va finir par s'imposer à vous. Donc voilà, en tout cas, je considère que
cet anniversaire de la Journée nationale de la démocratie comme l'anniversaire de l'ouverture de la conférence nationale de notre pays et pose grandeur nature les difficultés que nous avons dans notre pays par rapport à la conduite de notre processus démocratique et qui mérite un sursaut de tous les citoyens pour que nous puissions maintenir le cap. Parce que nous ne devons pas accepter de nous accommoder de ce choix de détournement d'objectifs de notre démocratie, de dévoiement de notre démocratie et pratiquement de la création d'une sorte d'oligarchie qui veut se constituer en classe moyenne autour d'elle-même, entre leurs enfants et leurs amis, et le peuple, lui, les gruger. Mais ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Et je pense que les citoyens nigériens ne doivent pas continuer à se comporter comme ça.